Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre de série La semaine de l'entreprise responsable et inclusive, une initiative du MEDEF et de la FMD pour mettre en valeur des organisations et des initiatives en faveur de la responsabilité et de l'inclusion. J'ai grand bonheur à vous accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Emmanuelle Bessez, je dirige Wunjo. Nous sommes un cabinet conseil et un organisme de formation spécialisé en qualité de vie au travail qui est né il y a 20 ans dans la grande et belle famille qu'est l'économie sociale et solidaire. Notre mission consiste à réhumaniser la vie au travail et à faciliter les coopérations professionnelles. Nous investissons 20% de nos ressources chaque année à mettre en place des actions dites d'éducation populaire, c'est-à-dire des temps et des ressources que nous mettons au profit de la société civile et du monde professionnel pour faire avancer les représentations, faire évoluer les convictions et donc essaimer un vent positif et optimiste dans nos comportements en tant que travailleurs au quotidien. Aujourd'hui, nous allons vivre 2 heures ensemble autour d'un sujet qui est absolument passionnant et qui est en même temps totalement innovant. Nous allons parler de comment nous pouvons bien vivre le travail ensemble avec une approche disruptive, celle des besoins des travailleurs et des travailleuses. De manière inédite, nous n'avons jamais vu autant de travailleurs et de travailleuses qui souffrent, qui se désinsèrent professionnellement. Nous n'avons jamais vu autant d'arrêts de travail et de manifestations de souffrance au quotidien. Et en parallèle, nous voyons des employeurs qui peinent à garder leurs effectifs, qui se démènent pour essayer de maintenir en emploi de manière positive et qui ont des difficultés à recruter. Dans cet imbroglio incroyable, il existe une voie plus humaniste, une voie qui consiste à écouter ce qui se passe pour les humains qui sont au travail, et c'est celle que nous allons vous proposer aujourd'hui. Je vais avoir le bonheur de partager l'écran pendant les 2 heures qui suivent avec Jean Barret-Castan. Bonjour Jean et bienvenue. Bonjour à tous. Je te propose de te présenter en quelques instants, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Jean Barret-Castan, je suis le fondateur et le dirigeant de la société Cooperbi, qui est à Toulouse, au nord de Toulouse, au-dessus de l'Union, et qui effectivement, depuis sa création, travaille beaucoup sur les sujets, entre guillemets, de QVT, de qualité de vie au travail. Et on essaye, en tout cas, de faire un peu bouger les lignes et d'offrir un environnement qui soit le plus sain possible, le plus attrayant et qui permette à chaque collaborateur d'évoluer sainement et de pouvoir se projeter. Voilà. Et, c'est un peu notre chemin de croix, j'ai envie de dire. Chemin de croix et chemin de bonheur. Je suis ravie de partager ce temps avec toi, Jean, et de te laisser le micro parce que tu fais partie de ces patrons qui ont beaucoup de choses à dire et qui n'ont pas leur langue dans la poche. Donc, ça sera très intéressant de pouvoir rentrer un petit peu chez Cooperbi et de comprendre ce que vous mettez en place. J'ai l'habitude de dire que Cooperbi fait partie de ces entreprises qui sont QVT native. On verra ensemble quelle forme ça prend chez toi. Et puis, on a tendance à penser que les entreprises qui investissent la qualité de vie au travail sont des entreprises dans lesquelles il ne fait pas bon vivre et travailler et il y a urgence à agir. Eh bien, tu ne suis pas cette règle et tu es plutôt dans la prévention et le soin et la vigilance au quotidien et notamment en engageant une démarche de QVT. Donc, on parlera de tout ça ensemble. Chers amis qui êtes connectés, vous avez le chat qui est à votre disposition sur la droite de votre écran avec l'une de mes collègues, Julie Taillard, qui est chef de projet chez Wunjo et qui aura plaisir à relayer vos commentaires, vos questions, puisque ce qu'on va vivre pendant 2 heures, c'est un webinaire un petit peu différent de ce à quoi vous êtes habitués. On va quand même faire une petite prise de parole, enfin je vais faire une petite prise de parole pour commencer et vous descendre quelques concepts et quelques éléments clés pour partager cette vision originale de la qualité de vie au travail. Et puis ensuite, on va engager une discussion avec Jean. Il va rebondir sur ce que j'aurais partagé. Évidemment, il y a une grande partie qu'il connaît, qu'il maîtrise de manière intuitive et aussi parce qu'on a la chance d'accompagner son entreprise. Mais ensuite, tout le reste de notre causerie, on pourra répondre à vos questions, rebondir sur vos commentaires. Et voilà, on vous invite à vous sentir libre de vous exprimer et d'avoir le droit de ne pas être d'accord avec nous. On ne cherche pas aujourd'hui un propolis. Pour nous, la controverse est source de richesse. Donc, sachez que ce que je vais dire n'engage que moi, ce que va dire Jean n'engage que lui.
et que ce que vous allez dire n'engage que vous. Donc, sentons-nous libres d'échanger autour de ces sujets. Jean, est-ce que tu veux dire un petit truc avant que je fasse mon envolée lyrique de démarrage? Bah oui, voilà, c'est un vaste sujet. C'est très bien de permettre aux gens de s'exprimer, hein. La QVT, c'est pas un sujet forcément très simple et c'est pas non plus une recette magique. Donc voilà, si vous avez besoin d'avoir des retours d'expérience un peu plus précis par rapport à vos organisations, etc., je suis aussi très ouvert à échanger sur les problèmes. Je suis pas là pour vous expliquer que chez Cooperby, le monde est merveilleux et scintillant. On a aussi nos petites problématiques à gérer. N'hésitez La pas. sincérité et l'authenticité ouais, seront bien présents. Ouais, merci Jean. Bon, allez, c'est parti. Je vais prendre la parole pendant 15 à 20 minutes pour vous partager, j'ai envie de dire, pour revenir au fond du sujet. On va partir des définitions, on va partir des mots qui nous occupent chaque jour et en l'occurrence, on va commencer par parler du travail. L'objet de notre webinaire, c'est de bien vivre le travail ensemble et j'aime bien poser la question, mais finalement, c'est quoi le travail? Alors, je vais vous proposer de partager tout simplement la définition du travail. Le travail, c'est quoi? C'est l'ensemble des activités par lesquelles l'être humain satisfait ses besoins et transforme la réalité. Étrangement, un léopard ne travaille pas. Le travail est une merveilleuse invention de l'être humain. Il n'y a que l'homme et que la femme pour décider de réaliser des activités qui s'appellent le travail. Pourquoi on travaille? On travaille parce qu'on constate qu'il y a une réalité qui est dans un état A et on a envie que cette activité réalise une transformation d'un état A à un état B. Œuvrer, travailler, c'est contribuer à transformer le réel. Quand on parle de produire, par exemple, un vase, on va partir de la glaise pour produire un vase. Quand on est comme Cooperby, une entreprise de service, on prend une entreprise qui dysfonctionne sur son système d'information et on l'amène à avoir un système d'information qui fonctionne bien. Travailler, c'est donc l'acte de transformer, c'est l'acte de changer et chaque jour de contribuer à une étape ou à l'intégralité des étapes de cette transformation. Ça, c'est ce qui est écrit en vert. J'attire votre attention sur ce qui est écrit en rose. Encore une fois, le guépard, lui, il n'a absolument pas besoin de travailler pour satisfaire ses besoins. L'être humain réalise cette activité de travail pour satisfaire ses besoins. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que c'est un besoin? Alors, plongeons dans l'univers de la qualité de vie au travail. Nous avons eu la chance en 2013 d'avoir un accord national interprofessionnel, un ANI, c'est-à-dire que nos partenaires sociaux se sont mis autour de la table et ils ont eu de grandes discussions autour de la définition de la qualité de vie au travail. Ce nouvel objet dont on entend énormément parler, qui fleurit partout sur LinkedIn, il a été défini à l'occasion de cet accord national interprofessionnel. On dit que la qualité de vie au travail, c'est un sentiment de bien-être au travail qui est perçu collectivement et individuellement. Donc à toutes celles et ceux qui se disent QVT, bien-être au travail, quelle différence? Comprenons que la qualité de vie au travail, c'est un sentiment de bien-être au travail. Le premier mot, c'est sentiment. Comprenons à quel point c'est difficile, dans le monde professionnel, d'ouvrir le champ des sentiments. Depuis des années, on nous dit que nos émotions doivent rester à la porte de l'entreprise. Enfin, avec cette définition, on comprend que l'expérience de vie qu'on va faire au travail génère chez nous une perception, un état d'être, un état présent, un ensemble de sentiments qui vont nous permettre de nous sentir bien au travail ou moins bien au travail. Et ce sentiment, tel que la définition le propose, il est à la fois perçu individuellement, puisque chaque individu est unique, et on va avoir l'occasion évidemment d'y revenir, mais ce sentiment est également perçu collectivement. C'est la raison pour laquelle, quand on observe les démarches QVT dans les entreprises, on voit énormément d'actions qui sont à visée collective. Donc évidemment, je vais citer le baby-foot parce qu'on est sur le stéréotype un peu archétypal qu'on voit aujourd'hui en QVT. On va pouvoir parler des conditions de travail, du cadre de travail. On va pouvoir parler des accords télétravail, tout ce qui est en tout cas dispositif qui vise à prendre soin des travailleurs à l'échelle collective. On voit bien aussi que dans cette définition, on admet que ce sentiment de bien-être au travail, il est vécu à l'échelle collective, mais il est aussi vécu à l'échelle individuelle. Et si on observe les démarches qualité de vie au travail aujourd'hui, on se rend compte que les organisations vont chercher l'information individuelle pour bâtir des plans d'action collectifs. Petite précision, en 2020, un nouvel accord national interprofessionnel a été discuté, négocié et signé
qui a remplacé l'acronyme QVT par l'acronyme QVCT, de manière à ce que soit réaffirmé le caractère central des conditions de travail, justement pour lutter contre les démarches périphériques, les mesures de confort que nos autres startups bien pensantes avaient mis au cœur de leur démarche qualité de vie au travail. Quand on dit que la QVT, c'est un sentiment de bien-être au travail, je vais continuer avec une troisième et dernière définition. Qu'est-ce que c'est le bien-être au travail? On voit énormément d'articles fleurir, à la fois scientifiques ou plus publics, sur ce qu'est le bien-être au travail. Revenons à l'essentiel. On a une structure qui est quand même extrêmement renommée, qui rayonne dans le monde entier, qui s'appelle l'Organisation mondiale de la santé. En 1979, l'OMS définit ce qu'est le bien-être au travail. Moi, je suis toujours assez épatée de me rendre compte que cette définition n'est absolument pas connue et communiquée. Alors, pour sa défense, elle est un peu complexe, mais je vais essayer de vous l'expliciter de la manière la plus pédagogue possible. L'OMS nous dit que le bien-être au travail est encore une fois un état d'esprit, une perception, un sentiment dynamique, donc qui va bouger tout au long de la journée, et tout au long de notre vie, et qui est le fruit finalement d'un équilibre, d'une harmonie entre deux choses. Le travailleur, il arrive au travail avec un sac à dos dans lequel il y a ses aptitudes, qu'on peut appeler ses compétences. Il arrive également avec ses besoins et il arrive également avec ses aspirations, avec ses rêves, avec sa façon à lui de regarder le travail et ce que le travail va pouvoir lui amener. Donc il arrive avec tout ça, chargé de ce paquet, et il vient à la rencontre d'un milieu de travail. Ce milieu de travail va lui offrir des possibilités de nourrir ses aptitudes et de les développer. Ce milieu de travail va lui offrir des possibilités de nourrir ses besoins et également de remplir ses rêves, de remplir la fonction utile du travail, l'aspiration avec laquelle le travailleur est arrivé. Et le milieu de travail va également comporter un certain nombre de contraintes qui vont limiter l'usage des aptitudes, qui vont limiter le développement des aptitudes, qui ne vont pas nourrir totalement les besoins du travailleur et peut-être pas lui permettre de se réaliser à la hauteur de ses aspirations. Il est intéressant de comprendre donc que le bien-être au travail, c'est cette perception de cette harmonie, de cet équilibre, et qu'en permanence, moi et le collectif, on vient en interaction. Que finalement, le fruit de ce fonctionnement systémique va générer une émotion, un sentiment qui nous permet de dire « je me sens bien au boulot » ou « je me sens pas bien au boulot ». Alors, on a parlé des besoins et des aspirations. J'aimerais bien vous donner un tout petit peu plus de matière sur ce qu'on met derrière. Je vais d'abord vous parler des aspirations. Il ne vous aura pas échappé que le rapport au travail évolue, et il évolue très très fort ces dernières années, avec l'arrivée notamment des nouvelles générations, avec la pyramide des âges, avec l'ère Covid, avec tout l'environnement sociétal dans lequel on vit. Notre rapport au travail, il évolue, et il se trouve qu'à l'intérieur de nous coexistent 5 grandes aspirations que l'on nourrit par rapport au travail, ce qu'on peut appeler les 5 fonctions du travail. Chacun d'entre nous porte en lui chacune de ces 5 fonctions, mais y accorde une importance relative. Je rentre un peu dans le détail. Je peux considérer que le travail a pour fonction de me permettre de gagner de l'argent. C'est ce qu'on va appeler la fonction matérielle. Je viens pour gagner ma vie, je viens pour que, par le fruit de mon activité, je récolte une rémunération qui me permettra de subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille ou de mon entourage. Le travail, deuxième fonction, qui est plus d'ordre du lien social, je peux attendre du travail qu'il nourrisse mes liens humains, qu'il nourrisse ma vie sociale et la qualité de ma vie sociale. Si j'ai ce type d'aspiration qui vit très fort en moi, je vais être particulièrement sensible à la question de la qualité relationnelle avec mes collègues, avec mon manager, avec le dirigeant. Les questions de cohésion, de soutien, de sentiment d'appartenance vont m'être très sensibles. Je viens au travail aussi pour une troisième fonction qu'on peut appeler celle de l'identité sociale. Je travaille parce que grâce au travail, j'ai une identité dans cette société. Ça, en France, c'est très, très fort. Vous savez, quand 2 personnes se rencontrent, la première question, c'est: qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comme si finalement, notre identité en tant qu'être humain était extrêmement liée à notre identité professionnelle. Et d'ailleurs, en payent le prix nos demandeurs d'emploi, nos personnes qui sont en recherche de pouvoir à nouveau s'insérer dans la vie professionnelle et donc la vie sociale, et qui disent que privés d'un emploi, ils ne sont plus personne. Toutes ces structures qui œuvrent pour l'insertion par l'activité économique et qui cherchent à redonner de la dignité humaine
par le travail. Quatrième fonction, la fonction de réalisation de soi. Je viens au travail parce que je considère que cette activité de transformation d'un état A à un état B va me permettre de me réaliser, de m'accomplir personnellement. C'est le terreau d'une rencontre avec moi-même, c'est le terreau d'un apprentissage, c'est le terreau qui me permet de me prouver et prouver aux autres que j'ai de la valeur. C'est l'occasion pour moi, et vraiment pour moi, de m'accomplir, de me réaliser, de grandir, de progresser, de m'élever. La dernière fonction du travail qui habite à l'intérieur de nous est la fonction d'utilité sociale. Je vais travailler parce que pour moi, le travail est l'occasion de contribuer utilement à la société. Toute la fonction d'utilité sociétale, c'est-à-dire les personnes et les organisations qui décident d'avoir un impact, sous-entendu un impact positif, sur le monde qui nous entoure. Je vous invite à faire ce petit exercice à mesure que vous m'écoutez. Je suis sûre que vous êtes déjà en train de le faire. De vous dire, tiens, moi, si je devais les classer, laquelle serait importante pour moi? Pourquoi est-ce que je vais travailler? Tiens, Jean, je veux bien que tu te prêtes à l'exercice. Quand tu vois ces 5 aspirations, est-ce qu'il y a une fonction en particulier qui est importante pour toi? Bah, moi, ça serait plutôt le lien social, hein, c'est ce que je recherche en premier, à titre personnel, hein, mais c'est c'est un peu l'idéal que j'essaye de défendre avec Cooperby, hein, donc Mmh. c'est mon créneau, quoi. Et on va avoir l'occasion d'y revenir, puisque vous imaginez bien que quand un dirigeant patronymique, comme Jean, qui est un créateur d'entreprise, qui développe sa propre entreprise, quand lui, il met toute son énergie, son argent, son temps à développer une entreprise, la culture qu'il va insuffler dans son entreprise ressemble énormément à son aspiration première. Et donc Jean, dans ses recrutements, eh bien, de manière complètement inconsciente, il va transmettre le fait que chez Cooperby, c'est une entreprise où il fait bon vivre et travailler. Et quand il va nous raconter ce qu'il a mis en place en matière d'expérience de vie tous les jours dans son entreprise, vous verrez qu'on va retrouver ça. Merci Jean de t'être prêté à l'exercice. Avec plaisir. Donc là, on vient de parler des aspirations. Je vous rappelle que notre sentiment de bien-être, il naît de cette harmonie entre nos aspirations, nos besoins, nos aptitudes et l'expérience qu'on en fait. Je vous ai parlé des aspirations, je vais vous parler maintenant des besoins. Tout le monde connaît Maslow, Abraham Maslow, ce psychologue américain qui, dans les années 50 à 70, réalise de nombreuses études. Et puis, l'un de ses élèves modélisera plus tard ses travaux sous la forme d'une pyramide. Bon, le pauvre Abraham Maslow, il a dû se retourner 1000 fois dans sa tombe, tellement ses travaux ont été galvaudés. Je ne suis pas persuadée que tous ceux qui critiquent Maslow aient vraiment pris le soin de les lire. Mais bon, l'être humain, de manière universelle, nourrit des besoins. Ces besoins ont été donc modélisés sous la forme de 5 étages et Abraham Maslow a également travaillé dans le monde professionnel à identifier les besoins des travailleurs. Chez Wunjo, nous sommes littéralement passionnés par les travaux d'Abraham Maslow et puis ensuite des psychologues qui ont travaillé par la suite à exploiter ces données. Et à l'issue de 3 ans de R&D, nous sommes parvenus à une nouvelle modélisation qui vient du terrain, qui a été éprouvée, qui a obtenu une validité psychométrique, mais à la limite, peu importe, qui permet simplement d'offrir un cadre de lecture des besoins des travailleurs. Chaque individu qui vient travailler porte en lui ces 5 grandes familles de besoins, ces 5 catégories, ces 5 besoins majeurs. On vient travailler avec un besoin de sécurité, c'est-à-dire de se sentir dans une situation sécurisante d'un point de vue physique et d'un point de vue psychologique. L'être humain a absolument besoin au travail, sinon son bien-être est abîmé, de prendre du plaisir. Vous savez, cette fameuse balance qu'on a à l'intérieur de nous de manière inconsciente entre les contraintes et le plaisir. Lorsque les contraintes pèsent plus fort que le plaisir, à un moment donné, la petite flamme n'est plus là. Et donc, il y a un certain nombre de déterminants qui permettent de générer du plaisir chez les travailleurs. Le troisième type de besoin que vivent nos concitoyens est un besoin d'inclusion. C'est le sujet de notre semaine événementielle série. Comment est-ce qu'on peut nourrir le sentiment d'inclusion et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que notre environnement de travail soit inclusif? Est-ce que j'ai le sentiment de faire partie d'un collectif? Est-ce que j'y ai ma place? Est-ce que ma place est claire et respectée? Est-ce que j'ai la possibilité d'être moi-même dans ce collectif? Est-ce que je suis valorisée en fonction de la personne que je suis? Toutes ces questions-là viennent se retrouver derrière un besoin psychologique profond qui est un besoin d'inclusion. La quatrième famille de besoins, c'est le besoin de pouvoir agir. Moi, j'aime à dire qu'on ne va pas au travail juste pour bien vivre. On va au travail pour travailler et pour bien travailler.
Un travailleur à qui on ne laisserait pas la possibilité d'œuvrer, de réaliser du bon travail, de pouvoir s'exprimer sur le contenu de son travail, de pouvoir se sentir libre de prendre des décisions, d'être autonome, à la fois dans son organisation et dans les choix à faire pour la bonne réalisation de son activité, verrait son sentiment de bien-être grignoter. Et le dernier besoin, c'est la famille du sens. Est-ce que ce que je fais contribue à quelque chose qui m'anime profondément? Est-ce que mes valeurs sont respectées? Est-ce que j'adhère à la direction que nous sommes en train de prendre en tant que collectif? Chacun d'entre vous qui êtes connecté aujourd'hui vit à l'intérieur de lui avec cette rosace, avec ces 5 grands besoins en lui. Chacun d'entre nous a des besoins qui relèvent de ces 5 ordres. Par contre, pour toi, Jean, pour moi, Emmanuel, certains besoins vont être plus importants que d'autres. Et ça, c'est lié à notre histoire, c'est lié à nos valeurs, c'est lié à notre expérience, c'est lié à nos blessures d'enfance, c'est lié à ce qui compte pour nous, c'est lié à nos rêves. Tout un cocktail de déterminants qui font que, eh bien, la recette QVT de Jean ne sera pas la recette QVT d'Emmanuel. Et donc, on comprend bien que quand les entreprises décident de prendre soin de la QVT en mettant en place une démarche, qu'ils comprennent ensuite que le bien-être au travail est le fruit d'une rencontre entre un environnement qui nourrit plus ou moins bien des aspirations et des besoins, on comprend bien que si on traite tout ça de manière extrêmement superficielle, avec des questionnaires qui effleurent le sujet, et si on ne propose pas à l'individu d'aller finalement écouter ce qui est pour lui sa recette du bien-être, c'est-à-dire avec quels besoins il arrive au travail, avec quelles aspirations il nourrit, alors on passe à côté d'une information et on va mettre en place des actions de qualité de vie au travail qui ont de grandes chances, parce qu'elles sont présupposées, de tomber à côté des besoins véritables des travailleurs. Dernier point, c'est ce qui est écrit sur la petite puce en bas à droite, c'est que tous les travailleurs ne vivent absolument pas de la même manière la différence entre ce dont ils ont besoin et leur situation d'aujourd'hui. Je m'explique. Imaginons, rien que de prendre l'exemple, je me marre, Jean. Imaginons que Jean ait un immense besoin de reconnaissance. Il a besoin d'être flatté, qu'on lui dise qu'il est un bon patron, qu'on lui dise qu'il travaille bien, qu'on lui dise que c'est agréable d'être à ses côtés. Il a énormément besoin de reconnaissance, par exemple parce que pendant son enfance, il n'a pas été aimé à la hauteur de ce dont il aurait eu besoin, ou parce que ses premières expériences professionnelles ne lui ont pas renvoyé de lui une image positive. Jean va arriver avec énormément de besoin de reconnaissance au travail. Donc nécessairement, lorsqu'il va en recevoir, ça va venir nourrir ce puits, ce manque à combler, et alors il va recevoir de la reconnaissance. Et là, Jean, peut-être que juste avec un sourire, peut-être qu'avec un petit mot, peut-être que tout simplement si ton personnel est présent et engagé, ces langages-là de la reconnaissance vont permettre de nourrir ton besoin de reconnaissance. Et aussi bien, tant que j'ai pas posé la question à Jean et tant que je sais pas exactement comment il veut voir son besoin de reconnaissance nourri, aussi bien les manifestations que je viens de vous lister ne lui permettront absolument pas de se sentir bien et de voir son besoin comblé. On n'est absolument pas tous égaux par rapport à la façon dont on vit, la différence entre ce dont on a besoin et ce qui nous est offert. Ne préjugeons pas de cela. Pour finir ma petite prise de parole introductive, je voulais rappeler, et ça va évidemment faire le lien avec le témoignage de Jean, que quand on lance une démarche qualité de vie au travail, comme on choisit de prendre soin des êtres humains qui sont là, nos parties prenantes internes, notre capital humain, eh bien nécessairement, on a besoin d'aller identifier les sujets qu'il faut traiter dans la démarche QVT. Et donc, basiquement, nativement, depuis une dizaine d'années, on voit fleurir des baromètres sociaux qui permettent, par voie de questionnaire, d'aller écouter les salariés. C'est ce qu'on appelle l'écoute salariale. Dans les baromètres classiques, on se retrouve avec des questions d'ordre évaluatif, où on va demander aux travailleurs ce qu'ils pensent de l'extérieur, ce qu'ils pensent de son milieu de travail. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'interroger sur ce qu'il est, ce qu'il vit, ce dont il a besoin. Non, on va aller l'interroger sur ce qu'il pense à l'extérieur, donner son avis sur l'extérieur. Quand chaque travailleur et travailleuse va répondre à ce questionnaire, cliquer sur des smileys et affecter des notes, les informations personnelles, le déclaratif personnel est remonté à l'échelle collective, tout est consolidé et évidemment, les données personnelles sont complètement noyées et ce n'est pas juste une histoire d'RGPD, hein, Jean, je te vois venir, c'est une histoire de respect de la confidentialité. OK. Sauf qu'on se retrouve du coup, à l'issue, avec une photo d'une masse
qui s'appelle l'équipe, qui s'appelle l'entreprise, dans lesquelles on n'a plus du tout la granularité de l'individu. Et surtout, dans ce résultat consolidé et collectif, l'individu, lui, ne se reconnaît pas. Il a fait l'effort de répondre et de donner son point de vue, mais à aucun moment les résultats ne lui sont adressés. À aucun moment il ne peut du coup développer son pouvoir d'agir pour savoir lui où est-ce qu'il en est. C'est-à-dire qu'il est au service du baromètre, il est au service de l'organisation qui met en œuvre le baromètre de QVT, mais c'est pas un cadeau qu'il se fait à lui, c'est un cadeau qu'il fait à l'entreprise. Au final, on se retrouve avec un tableau de bord, avec des données. Je riais pas plus tard qu'hier, alors il vaut mieux être ironique, hein, mais d'une structure qui a mis en place un merveilleux baromètre avec des questions plutôt bien faites et qui se retrouve avec des histogrammes et des camemberts avec des pourcentages. Et donc, par exemple, il y avait une question sur la charge de travail. Est-ce que votre charge de travail est de pas du tout correcte à très correcte? Et puis, il se retrouve avec un histogramme, puis moyenne 6,3. Et là, en tant que comité QVT, il se dit: «OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que ça raconte? 6,3, c'est bien, c'est pas bien?» Est-ce qu'il y a des gens, qui sont, dans une situation critique et du coup je peux pas les identifier? Et est-ce qu'il y a des gens qui, eux, au contraire, ont une super charge, de travail, très, très confortable? Quelle décision la direction va-t-elle prendre avec des statistiques qui ne sont pas lisibles? Donc, chez Wonjo, nous avons en étudiant la façon dont l'écoute salariale a été réalisée, on s'est dit: «Écoutez, la base, c'est d'offrir aux travailleurs la possibilité de s'écouter eux-mêmes». C'est-à-dire que cette fameuse définition, mon bien-être au travail, c'est l'harmonie entre toutes mes aspirations, mes besoins et ce que je vis. On s'est dit: «Il faut leur offrir un outil pour leur permettre d'évaluer cette concordance, cette harmonie, cet équilibre» et évidemment engager une démarche qui leur permet d'exprimer leur perception personnelle et de devenir acteurs d'un plan d'action à l'échelle collective où chacun va pouvoir se reconnaître. Jean aura l'occasion d'en parler. On sort dans une démarche QVT d'une approche top-down. Ce n'est pas la direction qui décide pour les salariés ce qui est bon pour eux, pour continuer de bien vivre le travail ou pour améliorer les situations qui sont pathogènes. On est vraiment sur une logique de bottom-up. Chaque individu qui est sur le terrain s'exprime, a la possibilité de contribuer à une réflexion collective. Et du coup, la démarche QVT est à l'image de la réalité des perceptions individuelles. C'est avec cette logique-là que chez Wonjo, nous avons créé une web application basée sur le modèle QVT que je viens de vous présenter, avec les 5 besoins, une application qui s'appelle Ma QVT.